Si j'entends bien, la diversité dans 10 ans, c'est plus que tolérer. La diversité dans 10 ans, c'est de construire ensemble les conditions du partage, construire ensemble des éléments de politique et notamment de gestion des ressources humaines dans l'entreprise. Et ça commence par le recrutement. On parle beaucoup aujourd'hui du CV anonyme. Toi comme moi, nous en connaissons les grosses différences. Ce n'est pas parce qu'on a caché son visage que l'équipe qui va nous accueillir dans l'entreprise ne va pas nous identifier comme différents. Et pour moi, ce qui est très important, c'est à la personne effectivement d'assumer sa différence et d'être capable de l'exprimer, de la révéler à d'autres et de la mettre en scène en quelque sorte, de façon très concrète au niveau de l'entreprise. Il y a peut-être une autre manière d'appréhender le problème avec la possibilité pour un jeune issu de quartiers difficiles, de minorités dites visibles, de dire qui il est et de passer peut-être par la création de CV vidéo. En 2 minutes, en 3 minutes, commencer en fait par dire bonjour, par dire qui on est, quel est son parcours, sa trajectoire, pour ensuite avoir l'opportunité de serrer une main, de rentrer dans un échange et de vivre un entretien de recrutement. Mais il faut prendre ce risque. De toute façon, il faut le prendre parce qu'il est incontournable. À chaque fois qu'on est minoritaire dans un contexte donné, on est déjà exposé. Et pour l'avoir vécu, je peux bien le confirmer en disant que c'est à partir du moment où l'individu lui-même est conscient de cette différence et en est quelque part fier, que le problème va se traiter. Faire venir à la table, ce n'est pas suffisant. Ensuite, il faut intégrer, donner de la confiance. Et ça prend du temps. Passer des tours de main, échanger les savoir-faire, transmettre. C'est des choses très très importantes et là, chacun a sa place dans l'entreprise. Les plus expérimentés comme les plus jeunes. Ça prend du temps parce que c'est effectivement cette démarche vers la reconnaissance de l'autre et qui suppose au moins qu'ils ont eu la possibilité de s'exprimer. Dans la plupart, malheureusement, effectivement, dans la plupart des cas, les gens sont là pour travailler et c'est normal, c'est tout à fait normal. Et non pas forcément ces espaces d'expression, non seulement de leurs compétences, mais aussi de leurs identités, pour qu'ils soient valorisés. L'expression des identités, ce qui me frappe beaucoup, et c'est tout à fait positif, c'est quand nous faisons des actions de formation. C'est la capacité pour l'ensemble des personnes, des collaborateurs d'une entreprise, à parler d'eux-mêmes, parler de leur poste, parler de leur prise de poste, de leurs compétences, mais aussi parler d'eux-mêmes, de leur histoire, de leur famille, de leurs enracinements, de leurs croyances, le cas échéant, de leur peur. Pour faire de la diversité, il faut mettre ensemble recrutement, intégration, formation, gestion de carrière, communication. Et là-dessus, je crois que l'exemplarité des dirigeants, c'est clé. C'est une affaire clé. La sincérité, elle se mesure à chacune des actions. Il ne s'agit pas d'être incantatoire dans une grande convention quand on est un dirigeant. Il s'agit au jour le jour de se donner les moyens en travaillant avec ses équipes de mettre véritablement en place une lutte contre les discriminations et, comme tu l'as dit, être plus ambitieux encore, travailler sur de la méthode, sur du process pour parvenir à un management authentiquement interculturel. Et puis en plus, après, il faut faire connaître sa politique. Il faut connaître même les personnes qui éventuellement, dans ton personnel, peuvent être victimes de discrimination. Victime de discrimination, ça veut dire avoir des outils de mesure. Ça veut dire cartographier des critères, s'entendre sur les critères. En France, par exemple, et à juste titre, nous ne pouvons pas avoir de découpage strict selon des critères ethniques ou raciaux. Donc c'est aussi un engagement pour la femme ou l'homme en charge des ressources humaines que de fixer des critères, définir des écarts, analyser des progrès. Mais c'est une question difficile de mesurer et d'avoir des tableaux de bord. Mais c'est pourtant la deuxième étape nécessaire. Et la question, c'est jusqu'où on va. Jusqu'où on va dans cette mise en critères, mise en ratio, et qui peut, comme on le sait aussi, avoir des conséquences et des effets pervers. Est-ce qu'on peut mettre les gens en tranche, en ratio comme ça? C'est des limites, c'est jusqu'où on peut aller. Alors je pense que là, la communication devient importante, l'information, qui vont devenir des outils aussi d'éducation, de formation des personnes. De plus en plus, et dans 10 ans, les collaborateurs, les salariés vont voter avec leurs pieds. S'ils ne sont pas heureux dans cette entreprise, ils iront ailleurs. Et il faut faire face à cela, mais le faire face positivement. Ça veut dire créer en fait de la fidélité, mais de la fidélité pas béate. Créer en fait des lieux où le vivre ensemble soit d'une certaine manière authentique.
Et vivre ensemble authentiquement, c'est, comme tu l'as dit, reconnaître les différences. Mais n'oublions pas que de plus en plus, les fidélités seront peut-être partielles. Elles seront partielles, elles seront beaucoup plus fragiles. On est dans un monde en mouvement et sur ce plan aussi, elles bougeront, elles changeront. Les individus auront la possibilité justement de tirer sur une ficelle ou sur une autre, sur une carte ou une autre. Avec le monde de la communication dans lequel nous sommes, évidemment, il y a plus de choix, plus de contraintes aussi. C'est un management qui sera beaucoup plus contraignant. En fait, l'important, ce n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, mais c'est de parvenir à s'ouvrir à la raison des autres. C'est ça aussi le défi du management interculturel. Ce n'est pas tant de chercher à changer les autres, c'est d'accepter de se changer et de se changer avec eux, par le partage, la reconnaissance mutuelle.